Les affaires publiques n'ont plus de secret pour lui. Les vrais enjeux. Les vraies questions. Qu'est-ce qui s'est passé? Moi, je pense que c'est banal parce qu'on a confondu des affaires qui ne devraient être jamais confondues. Surtout, l'idée de se préoccuper de ce qui est fait et bien fait. Stéphane Bureau. Stéphane. Salut Mario. On s'est habitué depuis l'ALENA à les trois pays de l'Amérique du Nord, le Canada, États-Unis, Mexique. Est-ce qu'on forme une espèce de tout commercial, des ententes commerciales automatiquement à trois? Et là, est-ce que c'est en train d'être remis en question? Il y a au moins les premiers ministres de deux provinces, mais qui semblent hier en avoir convaincu d'autres que peut-être la prochaine ronde de négociation, le Canada devrait se concentrer sur les Américains et mettre la pédale douce sur le Mexique. Alors, est-ce une erreur stratégique que nous serions peut-être en train de commettre? Alors, tu le disais, il y a Doug Ford et puis il y a Danielle Smith, la première ministre de l'Alberta, qui tour à tour ont laissé entendre qu'il valait peut-être mieux se concentrer sur la relation bilatérale, sachant que M. Trump aime beaucoup faire les choses de manière bilatérale, et que s'il y avait une comparaison entre les trois pays, c'est-à-dire la relation du Mexique aux États-Unis ou du Canada aux États-Unis, le déficit commercial du point de vue des Américains est moins accentué avec le Canada qu'il l'est avec le Mexique pour un paquet de bonnes raisons. À commencer parce que maintenant, le ventre industriel des États-Unis, on pourrait dire, c'est plus les fameux Blue States, c'est plus la Rust Belt, c'est le Mexique. Donc, une bonne partie de ce que les Américains consomment est fabriqué, assemblé au Mexique, ce qui explique ce déficit commercial, qui, je pense, est autour de 150 milliards de dollars. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et de ce point de vue-là, disent certains, y compris des premiers ministres, est-ce qu'il serait pas habile, compte tenu de ce que ça chatouille M. Trump, ce déséquilibre de la balance commerciale, de rappeler qu'avec le Canada, c'est beaucoup moins accentué et que nous avons des économies intégrées qui auraient tout intérêt donc à faire en sorte d'accélérer peut-être même les échanges commerciaux, voire dans un clin d'œil complice, faire voir à M. Trump qu'on serait prêt à importer davantage aussi de ce qui se fait aux États-Unis. Et de surcroît, je vois qu'on met dans l'équation, en plus de ce que tu viens de dire, la Chine. La Chine investit beaucoup au Mexique. Le Mexique collabore beaucoup avec la Chine. Alors, histoire à la fois de défendre nos intérêts, mais peut-être aussi de plaire à Trump, on amène la Chine dans la relation Mexique-Chine, on l'amène dans la recette, là. Et il faut voir que les Mexicains sont pas dupes. Ils ont bien compris qu'ils avaient à terme un problème chinois parce que des deux relations commerciales, en tout cas jusqu'à ce jour, la plus importante, c'est avec les États-Unis, même s'ils sont très contents de voir des entreprises chinoises venir construire, assembler au Mexique, pensant que ça serait, de cette manière-là, plus facile de court-circuiter certaines des barrières réglementaires américaines. Donc, les Mexicains sont pas dupes. Puis, je rappellerai que dans la précédente incarnation où on a eu à renégocier rapidement l'entente de libre-échange avec M. Trump, les Mexicains avaient au départ une relation de négociation bilatérale, c'est-à-dire que M. Trump avait ouvert un front de négociation sans en parler tellement aux Canadiens. Mais ce sont les Mexicains qui ont gardé le Canada dans la loupe. C'est les Mexicains qui ont dit voici ce qu'on est en train de discuter, et ça a fait que quand on a appris soudainement que M. Trump pourrait être peut-être tenté à ce moment-là d'aller vers une entente bilatérale, on savait exactement de quoi il s'agissait, on savait comment contrer ça, puis il y a eu une solidarité, elle n'est pas toujours idéale, les Mexicains ont des intérêts qui ne sont pas ceux du Canada, mais dans le passé, l'idée de rester solidaire nous a non seulement pas joué de tour, mais ça nous a peut-être aidé. Alors, est-ce que le Canada va être tenté de court-circuiter son partenaire mexicain dans un jeu de chaises musicales où on se rend compte que M. Trump fait tourner tout le monde autour puis il enlève les chaises? Est-ce qu'on serait tenté de le faire? Moi, j'ai eu des conversations avec des diplomates canadiens, je te disais plutôt cette semaine, qui tous étaient extrêmement circonspects. Puis off the record, il n'y avait rien, enfin, toujours des intérêts quand il parle à un journaliste, mais c'était clair que c'était pas pour attribution. Il me disait, on comprend l'enjeu, on sait que évidemment quand on représente les intérêts du Canada, c'est d'abord ceux-là qui nous intéressent, mais est-ce qu'on peut court-circuiter le Mexique? Est-ce qu'on pense que c'est la bonne affaire?
il y en a beaucoup qui ont des doutes sérieux parce que c'est ce que M. Trump aime faire, diviser pour régner. Parce que le plan de match, ça serait de dire on a une négociation avec les États-Unis, comme ils ont des intérêts particuliers et accélérés. J'en parlais un peu plus tôt cette semaine sur les terres rares, sur l'énergie, où le Canada devient un partenaire exemplaire, surtout si on veut plus du tout faire affaire avec les Chinois pour tous ces ressources qui sont souvent très polluantes d'ailleurs. Ces terres rares sont pas toujours très rares, mais c'est l'extraction de celles-ci et le traitement qui est environnementalement très coûteux. Les Chinois ont accepté de payer ce prix-là et ils sont aujourd'hui un peu en position de monopole. Les États-Unis voudraient évidemment se libérer de tout ça. Le Canada peut devenir un partenaire d'affaires. Donc, dans ces circonstances, on se dit, est-ce qu'il n'y a pas, d'un point de vue opportuniste, une route qui se dégage pour nous? Mais et qui nous éviterait peut-être des droits douaniers, comme M. Trump parle d'en imposer, en 10 à 20 %. Puis on dit, on laissera les Mexicains avec le problème sur les droits douaniers, d'autant que ils réimportent aux États-Unis beaucoup d'autos, de matériel. Et c'est, à terme, ça a fonctionné avec John Deere, si je ne me trompe pas. M. Trump a dit, un instant, avant d'aller vous installer ailleurs pour réduire vos coûts, quand vous voudrez renvoyer vos tracteurs et votre matériel agricole que vous aurez assemblé au Mexique ou ailleurs, il y aura peut-être des droits douaniers que vous n'avez pas calculés. Puis il y a beaucoup d'entreprises depuis 1 an qui, avant de bouger leurs opérations, de délocaliser, se sont dites, on va attendre de voir dans quelle direction le vent souffle, parce que ça compte aussi. Donc, à l'horizon, une négociation dynamique, parce que c'est 2026, la fin de la présente entente qui lie les 3 pays, mais c'est pas en 2026 que ça va jouer, c'est à partir de maintenant. Dans notre équation canadienne, on pourrait être tenté là, excuse-moi l'expression, mais de baiser le Mexique en disant, regarde, on va travailler notre relation bilatérale avec les États-Unis pour cette fois-ci, pour la négociation qui mène à 2026. Mais à terme, là, moi, je m'intéresse beaucoup, tu sais, des gens qui écrivent sur un peu la prospection, où s'en va le monde, là, puis les futures puissances, là, la population de l'Inde, tu sais, l'Inde qui dépasse la Chine. Mais quand tu regardes ça dans l'Amérique du Nord, on se comprend que, en 2050, les plus grandes puissances du monde, en 2050, par exemple, ou en 2070, c'est loin, mais c'est pas si loin, là, tu sais, si tu regardes en avant, le Canada va être une moindre puissance, ça sera plus justifié d'être dans le G7. Le Mexique va être devenu une puissance. Donc, en fait, mon résumé, c'est que dans l'Amérique du Nord, la puissance numéro 1 va être encore les États-Unis. La puissance numéro 2 va être le Mexique, puis le petit pays va être le Canada. Alors que présentement, on a l'impression que le petit pays, c'est le Mexique, là. Alors, juste parce que je connais bien le Mexique pour y avoir passé beaucoup de temps, d'abord, c'est tout sauf un petit pays ou une petite puissance. C'est un pays orgueilleux qui a de vrais enjeux, des enjeux de criminalité qui gangrènent la société civile et politique. Et ça cache une croissance d'une classe moyenne qui se développe, de plus en plus de diplômés universitaires. C'est comme si la criminalité prend toute la place, puis on voit pas le vrai Mexique prospère demain. Le vrai Mexique, c'est une classe moyenne qui est à peu près l'équivalent de la population canadienne. Donc, c'est aussi un vrai marché avec des gens qui consomment, des gens qui sont des citoyens qui ressemblent étrangement dans leur quotidien à toi et à moi et qui vont de plus en plus peser dans la balance. Puis il y a des entreprises mexicaines qui sont aussi des joueurs incontournables et des fortunes mexicaines qui sont incontournables sur la place mondiale. Donc, tu as parfaitement raison de le souligner. Faire l'économie baiser, pour employer ton expression, un pays comme le Mexique, c'est à terme un souvenir ou une trace indélébile qu'on n'a peut-être pas envie de laisser non plus dans une course ou notre jeu de chaise musicale dont je parlais tout à l'heure, qui à court terme pourrait peut-être servir les intérêts du Canada, mais qui à moyen ou long terme ne les servirait peut-être pas. Donc, c'est une partie qui commence, puis c'est une partie d'échec qui se joue pas à un étage, ça se joue à 3 étages. Je retiens l'image de Trump qui fait jouer les autres pays à la chaise musicale et qui enlève une chaise à chaque tour. Elle est pas mal bonne, cette métaphore. Tout ça nous amenant dans la formation de l'équipe Trump. Est-ce que M. Trump pourrait rencontrer, on a dit Matt Gaetz là, comme ministre de la Justice, ça n'a pas bien de bon sens, surtout avec tout ce qui sort là, sur potentiellement des relations avec des mineurs. Mais est-ce qu'il pourrait y avoir d'autres de ces candidatures qui rencontrent un peu plus de résistance qu'on aurait entendu parce qu'on se dit qu'il a été élu tellement fort, à une majorité partout, toutes les chambres de son bord? Alors, il y a son secrétaire à la défense éventuel, M. Exet aussi, qui pourrait être un problème. D'abord parce qu'il n'a pas une terrible expérience, parce qu'il y a aussi des allégations qui aujourd'hui sont
pèsent contre lui d'agressions sexuelles et il y en aurait peut-être d'autres à venir. Au-delà de ça, et puisqu'on parle de commerce, est-ce que certains de ces choix, j'en doute, pourraient rencontrer sur la route de leur confirmation, de leur validation des obstacles? Je pense que la majorité, aussi pieds nickelés qu'ils aient l'air, la majorité des candidats de M. Trump vont recevoir cette validation du Sénat. Il y a deux questions importantes. Est-ce que M. Trump va essayer de créer des conditions où il pourra faire des nominations en court-circuitant le Sénat lors de la suspension des travaux? Est-ce qu'il pourrait même sciemment, c'est des scénarios de politique fiction, mais créer des conditions avec la Chambre pour suspendre suffisamment longtemps les travaux du Sénat pour qu'il y ait les coups des franges pour faire des nominations unilatérales, qui devraient être évidemment reconfirmées dans les 2 ans. Ça, c'est le fameux recess. Là. En termes de procédural, c'est le recess. Mais alors, ce genre de coup de force, c'est un coup de force qui est, je dirais, anticonstitutionnel parce qu'il y a une règle qui s'appliquait à une époque où si tu convoquais le Sénat pour nommer quelqu'un puis qui était à 2 semaines de calèche, tu comprends qu'il était normal que le président puisse avoir une marge en cas d'urgence pour nommer quelqu'un. Aujourd'hui, c'est une autre paire de manches. Est-ce que ça sera invoqué? Est-ce que ça va être employé par M. Trump? J'en sais rien. Mais la vraie question, c'est, je pense qu'on en a un peu parlé, qui seront les républicains qui pensent à 2028 et qui ne veulent plus jouer dans le Parti républicain MAGA? Qui seront les républicains qui vont dire « je suis prêt à prendre aujourd'hui ». À prendre de la flaque. Parce que c'est une arme à 2 tranchants. Tu peux dire « je me positionne tôt comme quelqu'un qui est capable de penser en dehors du MAGA puis du Trumpisme puis tout ça ». Mais parce qu'il n'y a pas un danger que dans les 2 années qui viennent, Trump va t'avoir coupé la tête tout simplement, va t'avoir détruit politiquement, puis que même si, je veux dire, des chroniqueurs vont dire dans 4 ans que tu avais raison, mais politiquement, tu vas être mort, étêté. Et qui se préoccupe de ce que pensent les chroniqueurs? Nos opinions servent pas à grand-chose. Non, mais tu comprends ce que je veux dire? C'est une chose d'avoir raison. C'est une chose d'avoir raison, c'en est une autre de survivre politiquement, là. Alors, le cas de figure le plus intéressant, c'est Mitch McConnell, qui a 177 ans, dont 200 servis au Sénat, qui, théoriquement, va terminer son dernier mandat en 2026, qui est très procédurier, qui est de la vieille école, qui n'a certainement pas dans son cœur M. Trump, et qui pourrait se dire, pour les 2 ans qui me restent, parce qu'il n'a pas annoncé s'il allait se représenter, je pourrais être celui qui, justement, devient le paratonnerre de ce mouvement, et c'est l'ancien patron de la majorité au Sénat, c'est quelqu'un qui connaît les règles, qui est absolument redoutable et qui pourrait servir donc de paratonnerre à d'autres destins politiques qui voudraient tranquillement. Alors, est-ce que ça signifie qu'ils vont s'opposer à tout? Non. Est-ce que ça serait une occasion de marquer des points et de dire il y en a qui se sont tenus debout, qui n'ont pas voulu jouer dans le film de M. Trump? C'est possible et c'est ce qu'on va découvrir au cours des prochaines semaines. Je suis parfaitement d'accord avec toi. C'est pas une ordonnance pour avoir la vie facile au cours des 2 prochaines années, évidemment. Nouvel épisode de Contact qui est en ligne aujourd'hui. Nouvel épisode avec celui qui chuchote à l'oreille des princes depuis 40 ans. Tu le connais probablement. Alain Menck, qui s'est trompé d'ailleurs plusieurs fois dans la vie. C'est le chantre de la mondialisation heureuse qui est aujourd'hui bien fâché avec le président Macron, en particulier pour la dissolution de l'été dernier. Mais c'est quelqu'un qui pèse lourd ici et partout parce qu'il a beaucoup influencé. Son dernier livre, c'est pas des mémoires, c'est des souvenirs. Ça s'appelle Somme toute. C'est très intéressant. Petit extrait. S'il arrive à expulser un certain nombre de clandestins, c'est une main-d'œuvre dont l'économie américaine a aujourd'hui besoin, donc le coût du travail va augmenter, donc l'inflation va augmenter. Donc qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? La logique voudra que la Fed fasse son boulot, c'est-à-dire essaye de tamiser la montée de l'inflation par la hausse des taux d'intérêt. Comme Trump est contre la hausse des taux d'intérêt, il va essayer d'utiliser tous les moyens qu'il a en sa main pour porter atteinte à l'indépendance de la Fed et obliger le chairman de la Fed, le président de la Fed. Ouais, il n'est pas le seul à dire ça. Je disais hier dans les pages économiques de Wall Street des gens qui craignaient la même chose. Tout à fait, mais ça revient à ce qu'on disait aussi il y a quelques semaines. Ma prédiction de l'année, c'est que l'inflation est loin d'être matée et qu'elle va revenir cogner à la porte. Wow. Il est un peu de cette opinion, mais il parle de beaucoup d'autres choses. On n'a pas fait une conversation sur Trump. Personnage malgré que celui-ci aimerait bien qu'on ne parle que de lui, Trump. Ciao. À demain. Salut.